Le temps tardif qu'on voit là, en tomoscintigraphie, en fusion, en visualisation Fuse-VRT, on a un spot. On a un vrai foyer, hein, ce n'est pas un artefact, c'est du bruit, c'est significativement supérieur au reste. Voilà, c'est cortical, à l'arrière de la malléole externe. À cet endroit-là, il n'y a pas d'insertion. Il n'y a pas d'insertion de ligaments, de tendons. On a le rétinaculum. Je ne sais pas si on voit la souris quand je déplace ou pas. Oui, on voit la souris, oui. Nickel. Donc, il y a le rétinaculum des extenseurs du pied qui va être par là. Donc, à cet endroit-là, ce n'est pas une insertion de quoi que ce soit. On n'est pas sur une zone articulaire. On n'est pas sur une zone de contrainte mécanique. Donc, ce n'est pas une zone de fracture de fatigue. Donc, là, honnêtement, en temps tardif, c'est impossible de savoir ce qui se passe. Quand on regarde, quand on fait des acquisitions statiques, alors bon, là, j'ai fait un pseudo antérieur-postérieur, mais un profil pourrait donner un peu la même information. On aurait une fixation, une petite hyperactivité tissulaire en bande dans cette région-là, et on retrouve le petit spot sur le tardif. Et en fait, quand on regarde en intégrant le précoce, le tardif et le scanner, le diagnostic saute un peu aux yeux, c'est-à-dire qu'on va voir que cette activité tissulaire va être organisée, donc suivre une bande. Elle suit une structure tissulaire para-osseuse qui passe en arrière de la malléole externe, et la fixation osseuse est en regard, comme en miroir de cette structure-là. Et donc, quand on se rappelle son anatomie, ce qui s'insère, ce qui passe à cet endroit-là, eh bien, ce sont les tendons fibulaires, le court fibulaire qui va venir s'insérer sur la base du 5e métatarse, et le long fibulaire qui va passer dans le tunnel du cuboïde jusqu'à venir s'insérer sur la base du 1er métatarse sous le pied. Et donc, ces deux tendons ont une gaine synoviale commune qu'on appelle la gaine des fibulaires qui passe en arrière. Et donc, là, on a un diagnostic de ténosynovie des tendons fibulaires. Et donc, ça, c'est honnêtement un diagnostic. Moi, je ne vois pas comment on peut faire ça en scintigraphie osseuse sans faire de tomoscintigraphie précoce. Et il faut savoir que moi, je me suis posé assez longtemps la question de pourquoi est-ce qu'il y avait une petite fixation osseuse en regard. Et c'est une anomalie signale qu'on peut retrouver aussi en IRM. On va avoir de l'œdème osseux à ce niveau-là. Et en fait, j'ai appris récemment qu'il y avait toujours, quand on a une gaine synoviale qui passe sur une poulie, donc paramalléolaire, il y a toujours une petite partie qui fait partie de l'os. Donc, il y a ce qu'on appelle du fibrocartilage périosté. Et donc, c'est ce qu'on appelle une anthésite fonctionnelle. Donc, il y a une petite part de cette gaine synoviale qui est insérée sur l'os et qui a de l'inflammation. Donc là, concrètement, c'est vraiment un exemple d'un diagnostic qui est fait sur le temps précoce, qui va être conforté sur le temps tardif et par la TDM, parce que là, je vous ai fait grâce des signes TDM de ténosynovite avec l'hypodensité, l'épanchement synovial. Mais donc, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une scintigraphie osseuse? Pas vraiment. Moi, je considère qu'il s'agit d'une scintigraphie au biphosphonate, comme par exemple une scintigraphie de l'amylose cardiaque. Est-ce que c'est une scintigraphie osseuse? Non, c'est une scintigraphie cardiaque au biphosphonate. Là, c'est une scintigraphie au biphosphonate, en tomoscintigraphie couplée au scanner, parce qu'on va chercher de l'information sur le scanner, parce que le scanner, ce n'est pas que pour la correction d'atténuation et le repérage anatomique, et qui va être biphasique, précoce et tardive. Et donc, en anglais, ça peut donner biphasique, ostéoarticulaire, SPECT scintigraphie, donc la scintigraphie BOSS. Donc là, on va voir rapidement qu'est-ce qu'on voit au temps précoce, comment on le fait et comment on l'interprète. Donc, au temps précoce, dans la définition de l'ENM de la scintigraphie osseuse, on nous dit que les biphosphonates radiomarqués injectés s'absorbent à la surface des critohydroxyapatites proportionnellement à la vascularisation osseuse locale et à l'activité ostéoblastique. Donc, il y a vraiment une double composante du signal. Et l'activité ostéoblastique, on ne va la voir qu'en tardif, et la vascularisation osseuse va agir tout au long. Donc, si on fait un peu d'analyse compartimentale, quand on injecte le radiotraceur, il va passer dans le plasma, et en fait, il va pouvoir partir dans 3 compartiments différents. Donc, le liquide extracellulaire osseux, le liquide extracellulaire cellulaire et le liquide extracellulaire
puis aller se fixer sur la matrice minérale, sur les cristaux d'hydroxyapatite. Mais en parallèle, ça va passer dans le liquide extracellulaire non osseux et après, et en parallèle aussi dans l'urine. Donc, quand on est au temps tardif, on n'a plus que cette information-là. On n'a plus l'information non osseuse. Donc ça, c'est une information qui n'est accessible qu'au temps précoce, qui va complètement disparaître et qui va être non complètement indépendante du passage osseux. Donc c'est comme si on avait un examen propre qui va ressembler ou va y avoir une distribution qui va être un peu proche de celle d'un produit de contraste. Ça va être un peu comme une angioscintigraphie. C'est indépendant des caractéristiques de fixation tardive du traceur. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, le passage dans ce compartiment de liquide extracellulaire non osseux, mais comme osseux, va être augmenté quand il va y avoir de l'inflammation. C'est-à-dire, quand il y a de l'inflammation, il va y avoir de la fuite d'une dysfonction endothéliale. C'est-à-dire que les vaisseaux ne vont plus être tout à fait perméables et vont laisser sortir des composants sanguins. Alors, ça peut être d'une part d'un mécanisme contrôlé, normal. Ça va permettre de faire sortir des cellules de l'immunité, des facteurs de croissance, des choses comme ça pour permettre à faire de la néovascularisation, de la tous les médiateurs de la réponse inflammatoire et immunitaire. Donc, il y a une part volontaire, mais ça peut aussi être une part passive avec des fuites vasculaires. Et donc, c'est des mécanismes qui vont, soit si c'est aigu, être transitoires, soit dans les cas de phénomènes chroniques ou de cancer, durer longtemps. C'est pour ça qu'en général, les cellules cancéreuses, eh bien, vont se rehausser, du moins le tissu cancéreux va se rehausser en produit de contraste parce qu'il y a une fuite vasculaire. Donc, autant précoce, le traceur agit vraiment comme un produit de contraste. C'est le même mécanisme. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir cette information sur la dysfonction endothéliale et sur l'inflammation? Parce qu'en fait, il y a une intrication proche entre l'inflammation, la néo-angiogénèse, donc la création de nouveaux vaisseaux et des vaisseaux qui vont être un peu moins perméables, et des changements de perméabilité des vaisseaux, et la néo-innervation. En fait, il y a pas mal de théories récentes qui considèrent même l'arthrose comme une maladie vasculaire. Ça répond un peu au topo de l'autre fois sur la vascularite. Mais en gros, on considère que l'arthrose n'est pas une maladie d'usure. En fait, quand on va avoir une articulation qui va être soumise à des micro-traumatismes, il va y avoir des micro-fragments de cartilage qui vont être arrachés et qui vont être phagocytés dans le tissu synovial et qui, dans certaines conditions, chez certaines personnes, vont déclencher une synovite. Cette synovite va entraîner une sécrétion des molécules pro-inflammatoires et également, parmi ces pro-inflammatoires, il y a des facteurs qui vont être pro-angiogéniques et d'autres anti-angiogéniques, mais les pro-angiogéniques l'emportent. Et donc, on va avoir une néo-angiogénèse, une néo-innervation. Et donc, on va avoir des cellules, des récepteurs nerveux qui vont être plus sensibles et plus nombreux. Et donc, ça va expliquer la lodynie, l'hyperalgie. Et pire, la synovite est responsable d'un changement dans la formule, dans la composition du liquide synovial qui va fragiliser le cartilage plus avant. Et donc, c'est pour ça que pour un même traumatisme, même stimulus traumatique, eh bien, il y a des personnes qui vont développer une arthrose et d'autres non. Et qu'on voit des liens avec des maladies vasculaires. Par exemple, on voit un lien entre hypertension artérielle et arthrose parce que c'est une maladie vasculaire. Donc, pour résumer, au temps précoce, on voit une accumulation transitoire du radiopharmaceutique dans l'interstitium des tissus inflammatoires sur le même principe qu'un produit de contraste radiologique. L'avantage, c'est que c'est un produit de contraste qui a diffusion facilitée parce que l'HMDP est au moins 2 fois plus petit que les produits de contraste gadolinés.
Donc, ce produit de contraste, il va aller dans l'os ou en dehors de l'os, peu importe. Donc, c'est vraiment un examen à part. Et si on fait une tomo, eh bien, on le voit en 3D. Donc, je veux dire, quand on a l'opportunité d'avoir un examen différent, complètement différent, ben autant le faire en 3D. On sait pour le tardif que la tomoscintigraphie et la TEMP est supérieure à l'acquisition planaire. Donc là, la logique s'applique exactement pareil pour ce qui est du temps précoce. Et donc, l'information du temps précoce est pertinente parce que l'inflammation et la douleur sont liées. Donc, comme je disais, la douleur déclenche l'inflammation qui induit une néo-innervation et une augmentation de la sensibilité des récepteurs nerveux. Donc, en fait, il ne faut jamais oublier que quand les gens viennent en scintigraphie osseuse, hors cancer, bien sûr, ils viennent pour savoir pourquoi ils ont mal. C'est ça qui est important. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont mal, où est-ce qu'ils ont mal. Ils ne viennent pas pour savoir où est la zone d'activité ostéoblastique la plus intense. Et en fait, la corrélation douleur et fixation est beaucoup plus pertinente biologiquement au temps précoce qu'au temps tardif. Et donc déjà, le fait de savoir où est-ce qu'il y a mal, ça permet d'expliquer mieux la douleur. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit que la néoangiogénèse, donc ce qu'on va voir au temps précoce, va être de plus en plus une cible de traitement. En fait, il existe maintenant des infiltrations à base de produits anti-angiogéniques. Alors, il y en a qui ont essayé en systémique. Mais en fait, le problème, c'est que voilà, avoir un risque d'AVC pour une douleur du genou, c'est un peu moins justifié que contre un cancer. Donc là, il y a des questions maintenant d'infiltration de facteurs anti-angiogéniques. Et puis, ce qui se développe assez vite, c'est l'embolisation sélective antalgique. Donc, c'est un acte de radiologie interventionnelle, donc, où le radiologue va faire une artériographie, va rechercher un blush, donc une prise de contraste dans la zone douloureuse et va venir emboliser cette artère. Et en fait, ça a été évalué sur de l'arthrose, des tendinites, des entérites, sur plein de causes de douleur articulaire, et ça marche très bien. Pour les genoux, par exemple, on peut reculer la pose de prothèse de plusieurs années. Donc, c'est vraiment très efficace. Et ça se développe même en France. Je crois qu'ils ont commencé à en faire à Paris et à Lyon. Donc, comment on le fait? Eh bien, en fait, quand on suit la courbe du taux d'activité présent dans les tissus mous, on voit que ça va commencer dès l'injection, puis ça va plafonner entre 3 et 15 minutes, où ça va redescendre par fuite urinaire et passage sur la fixation osseuse. Donc, en fait, il faut que l'acquisition soit terminée 15 minutes après l'injection. Donc, il faut commencer à 5 minutes. Ce qui est bien, c'est que ça permet de faire une injection dans la salle d'injection et non pas dans la salle de caméra. Donc, sur le plan logistique, c'est un peu plus simple. Donc, si on fait pas de vasculaire, hein, mais moi, personnellement, je ne fais plus de vasculaire depuis pas mal de temps. Je me contente de faire 2 tomos et ça suffit largement. Donc, le protocole, je ne peux pas donner un guide de protocole parce que ça va varier selon chaque machine. En gros, la durée va être équivalente à une temp tardif. On peut ajuster. Moi, j'ai tendance à les faire un peu plus courtes, mais après, ça va vraiment être selon comment on se fait l'œil, comment est-ce qu'on a l'habitude d'avoir des images très fines. Moi, j'avoue que j'ai tendance à bien aimer des images un peu bruitées parce que je ne fais pas de microsémiologie. Comme je vois les patients après, je peux toujours me vérifier, toujours me contrôler par rapport à la clinique. Et donc, ça me permet de tolérer des images un peu plus rapides. Donc, à Saint-Brieuc, on a une Kimbia T16, une Intivo T6. Donc, on injecte 7 mégabecquerel kilo d'HMDP avec 700 mégabecquerel max. On fait des acquisitions continues. Alors, je ne sais pas si vous faites encore des acquisitions step and shoot sur vos specs CT, mais l'acquisition continue, ça permet de récupérer 30% de taux de comptage avec une qualité qui, pour moi, est équivalente. Hein. Du moins, à temps donné, ça récupère 30% de coût en plus. Et donc, on fait l'équivalent de 60 projections de 8 secondes par tête. Donc, ça fait une durée d'acquisition de 8 minutes. J'en ai fait qui durait 6 minutes. Ça marche bien aussi. Il faut vraiment se faire son habitude.
Mais on voit que par rapport à un cliché statique qui va durer en général 5 minutes, statique, on va avoir une seule. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Donc, on va avoir voilà, statique en général, on va faire du 5 minutes, mais on va avoir qu'une seule incidence. Si on veut faire une double incidence, notamment pour du pied, un plantaire et un profil, c'est 2 fois 5 plus le temps de réinstallation. Le gain de temps est assez clair. Donc, pour ce qui est de l'installation du patient, moi, je vais vraiment recommander d'avoir, soit d'acheter, soit de fabriquer des cales spécifiques, déjà pour limiter les artefacts de mouvement et pour améliorer la comparabilité entre les deux membres, parce que s'ils sont bien alignés sur les plans, ça va être beaucoup plus facile, mais aussi entre les deux temps. Alors après, il y a toujours la question de est-ce qu'on fait un scan au précoce, au tardif, un scan diagnostique, un scan de mauvaise plus low dose. Moi, honnêtement, j'ai tendance à faire sur les pieds et les mains 2 scans. Et après, sur genoux, hanches, où ça se recale assez facilement, un seul scan. Surtout que j'ai les cales qui me permettent de recaler vraiment, vraiment facilement. Donc voilà, en Saint-Brieuc, en 2022, on a acheté des cales Formed, donc des cales spécifiques SpecCT qui marchent plutôt bien, qui sont assez bien tolérées par les patients, qui permettent de bien maintenir les pieds et les mains. Je trouve que leur système avec les petits picots est assez intelligent parce que ça s'adapte un peu à toutes les tailles de main. Donc comme vous voyez, le patient a l'air très bien installé, tout confortable. On a préservé son anonymat par contre. Donc comment ça s'interprète par contre? Donc là, on rentre dans le plus dur, parce qu'en fait, ce qu'on comprend avec le temps précoce, c'est que les informations sont complètement différentes. Donc c'est de nature et de localisation différente. Il peut y avoir 1 centimètre de différence entre l'endroit où ça fixe au précoce et l'endroit où ça fixe au tardif. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est 2 examens différents. On a une angioscintigraphie au temps précoce et on a une cartographie du remodelage osseux au temps tardif. Donc, cette hyperfixation précoce, elle peut concerner les tissus mous et la fixation tardive n'est qu'un reflet de cette inflammation. C'est pour ça que j'ai proposé des critères d'interprétation spécifiques où en fait, ça va décrire les patterns qu'on observe selon où est le phénomène en cause. Donc, si le phénomène qui est responsable de la douleur est osseux, on va avoir un pattern BOSS A. S'il est paraosseux, ça va être BOSS B. Ou s'il est extra-osseux, ça va être BOSS C. Donc, j'ai un petit tableau récapitulatif. Donc, dans le BOSS A, ça va être tout ce qui est osseux. Donc, que ce soit une fracture, alors notamment la fracture, on va avoir vraiment de la fuite vasculaire, donc ça va vraiment bien marcher au temps précoce, parce qu'il va y avoir de la rupture de vaisseau. Donc, ça peut être une fracture, une ostéite, une arthrite. Et donc, ce à quoi va servir le temps précoce, c'est qu'en fait, avec l'expérience, au temps précoce, la fixation va être beaucoup plus centrée sur le phénomène en cause qu'au temps tardif. Au temps tardif, il va y avoir des phénomènes d'œdème osseux diffus qui vont donner des hyperfixations diffuses. Et par exemple, ça peut être utile pour une algodystrophie du pied, eh bien, en fait, pour distinguer la fracture inaperçue qui a participé à l'apparition de l'algodystrophie. Pour le BOSS B, donc là, c'est quand ça va être paraosseux. Donc, paraosseux, ça va être globalement toutes les anthèses. Donc, ça va être une anthésite de tendon, ça peut être une anthésite de ligament, une anthésite de capsule articulaire, et ça peut être aussi une anthésite fonctionnelle dans la ténosynovite. Donc, voilà, l'anthèse, c'est l'insertion osseuse. Donc, une anthésite peut être soit d'un tendon, soit d'un ligament, du moins soit tendon distal, soit sur une zone de poulie, soit d'un ligament, soit de la capsule articulaire. Et dans ces cas-là, la fixation précoce va être sur le phénomène en cause, donc on va voir ce qu'il faut, et on ne va voir que l'ombre, que le miroir osseux au temps tardif. Et les critères BOSS-C, c'est quand on va avoir quelque chose d'extra-osseux, avec que ce soit une tendinite proximale, donc pas une ténosynovite, une bursite, une déchirure musculaire, une entorse ligamentaire. Et dans ce cas-là, on va avoir une fixation précoce sur la lésion et rien au temps tardif. Vraiment, rien. Donc, on ne peut pas céder du temps tardif pour faire le diagnostic. Donc là, honnêtement, c'est des diagnostics qu'on ne peut avoir qu'avec une tomoscintigraphie précoce. Donc voilà, un petit exemple pour chaque catégorie.
Donc là, il s'agit d'un patient de 86 ans qui avait une suspicion de décèlement de prothèse totale de hanche et qui avait par contre une douleur aiguë sur une douleur chronique. Et en fait, au temps précoce, on voit une hyperactivité tissulaire très intense sur la queue de la prothèse et une petite hyperactivité tissulaire plus diffuse autour. Et au temps tardif, on avait une hyperfixation diffuse, homogène, à l'interface os-prothèse du reste du compartiment fémoral de la prothèse. Et en fait, avec l'acquisition couplée au scanner, on s'aperçoit qu'il y avait une petite fracture par insuffisance qui compliquait le décèlement. Donc, ça expliquait le fait qu'il y ait une douleur aiguë sur une douleur chronique. C'est des exemples que j'adore. J'en ai encore eu un cette semaine. Donc, c'est une patiente de 32 ans, sportive, avec une douleur du pied. Alors, je mets gauche, mais on va dire que c'est droit plutôt, hein, avec suspicion de fracture de fatigue. Et en fait, au temps précoce, on va avoir une hyperactivité tissulaire. Alors, il faut faire attention parce qu'en 2D, là, il y a des vaisseaux qui passent au niveau de la voûte plantaire. Donc, on a une hyperactivité tissulaire de la portion terminale du tendon tibial antérieur. Et au temps tardif, on a 2 foyers. Alors, les 2 foyers, honnêtement, sans l'information du temps précoce, je vous mets au défi de faire un bon diagnostic et de ne pas vendre une fracture de fatigue, alors que ce n'est pas des zones de contrainte mécanique. Et en fait, c'est le bord médial du cuneiforme médial et la base du premier métatarse. Et bien, en fait, ce sont les 2 zones d'anthèse distinctes du tendon tibial antérieur. C'est une anthésie du tibial antérieur. Et enfin, toujours dans le tibial antérieur, un homme de 52 ans avec une douleur aiguë de la face antérieure de la jambe gauche suite à un trail, avec une suspicion clinique de fracture de fatigue ou de périostite. Et en fait, on avait une hyperactivité tissulaire organisée, systématique, sur la portion musculaire du muscle tibial antérieur. Et en fait, c'est une myosite induite par l'effort du tibial antérieur. Et c'est des diagnostics qu'on peut faire aussi en IRM. Voilà, et donc ensuite un petit cas clinique, un homme de 80 ans avec une douleur aiguë du genou gauche. Il est arrivé en scintigraphie osseuse parce qu'il avait un antécédent de cancer de vessie. Donc, au temps précoce, en 2D, on a une hyperactivité tissulaire intense de la région du genou, voilà, du genou gauche. Au temps tardif, rien du tout. Voilà le balayage. Donc, on voit qu'il a eu une cystectomie avec un briqueur, que ça ne doit pas être très fonctionnel parce qu'il y a une dilatation, et il a une activité tissulaire un peu diffuse, donc il doit avoir une part d'insuffisance rénale. Et donc, on ne voit pas de signe de métastase ou de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui peut donner une fixation comme ça, aussi diffuse, aussi intense, et rien du tout en tardif? Donc là, si vous avez fait que des précoces statiques, ben, bonne chance, hein. Et en fait, si vous avez fait une tomoscintigraphie couplée au scanner, vous voyez que cette hyperactivité tissulaire, elle est sur le tendon rotulien qui est épaissi, franchement épaissi, qui est hypodense par rapport au côté droit. Au tardif, il y a juste un peu de chondropathie patellaire, hein, ce qui n'est vraiment pas pertinente. Et en fait, il s'agissait d'une tendinite du tendon rotulien. Et sur le balayage, on pouvait faire le diagnostic complet, c'est-à-dire qu'il y avait une hyperactivité tissulaire très intense de la première métatarso-phalangienne gauche, un peu plus modérée sur la droite, pareil sur le médiotarse. Et donc, je suis allé interroger le patient. Est-ce que vous avez eu de la goutte? Ah oui, j'ai déjà eu de la goutte sur le pied. Et donc, c'était un aspect très évocateur de tendinite rotulienne goutteuse. Sachant que la goutte, en temps précoce et puis en phase de résorption, on peut ne pas l'avoir du tout. Les dépôts de gouttes ne vont se calcifier que de façon chronique. Voilà, un autre cas clinique, une femme de 42 ans, assistante maternelle, douleur du poignet et du pouce droit. Bon, là, si vous avez des restes de l'internat, vous avez déjà le diagnostic, mais bon, c'est quand même pas plus mal de le faire en le voyant. Donc, vous voyez, mes images, elles sont bruitées, hein, mais honnêtement, en jouant sur les seuils et en travaillant sur du fusionné, et puis avec l'habitude, ça permet de vraiment se passer outre le fait que les images soient granuleuses. On peut faire des acquisitions plus longues aussi, ou alors acheter une Vériton, mais Saint-Brieuc, on n'a pas les sous. Donc, on va avoir une hyperactivité tissulaire sur le bord radial du poignet droit.
au temps tardif une petite fixation osseuse. Et en fait, quand on fusionne avec le scanner, on va voir que cette activité va être para-osseuse. Elle va être sur un aspect infiltré par rapport à l'autre côté des structures para-osseuses. Voilà. Hop. Au tardif, on va voir juste la petite fixation corticale qui correspond à une anthésite fonctionnelle. Donc, nous sommes dans une ténosynovite et c'est une ténosynovite de Kervin. Donc voilà. Là, l'idée, c'était de faire un tour d'horizon assez large de la logique qui prévaut à la scintille boss. Moi, j'ai créé des modules, si ça vous intéresse, il y a des modules qui sont en anglais, mais qu'il faudrait que je traduise s'il y en a qui veulent, qui sont dispo sur le groupe Boss sur Facebook, un peu plus long. Faudra que je fasse un module tiré du travail qu'on a fait là à Vienne, où on a fait pendant 1 jour et demi, avec pas mal de cas cliniques, pas mal de manipulations, et puis tous les éléments pertinents sur le scanner. Parce que le problème, c'est que, en fait, on découvre des diagnostics sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en scintigraphie osseuse, qu'on peut voir plus en TEP-OFDG, mais on ne fait pas de TEP-OFDG vraiment inflammatoire sur les extrémités. Donc, pour faire la scintille-bosse correctement, il faut maîtriser les principales ténosynovites, notamment du pied, l'articulation, l'anatomie fine des articulations, et notamment toutes les anthèses, les capsules, les récessus, les bourses adjacentes. Également faire de l'anatomie TDM, donc pouvoir voir quels sont les signes d'une inflammation d'un tendon. Donc, il va être épais, il va être hypodense, il va falloir s'habituer à gérer les fenêtres. Donc, ça va être une pratique qui va être quand même assez avancée, mais qui permet, une fois que c'est maîtrisé, de faire vraiment des diagnostics auxquels les gens ne s'attendent pas. Et de vraiment obtenir un recrutement. Moi, je sais que là, à Saint-Brieuc, à l'heure actuelle, on a 2/3 de notre activité qui est du non-onco en scintigraphie osseuse, et avec vraiment, on nous envoie spécifiquement des douleurs qu'on ne comprend pas sur le pied avec IRM négative ou sur le bassin. Il y a beaucoup de situations, ce n'est pas des douleurs de hanche, c'est des tendinites, tout ça. Donc là, pour ça, il faudrait des heures et des heures pour faire le tour, mais si ça vous intéresse, on peut réorganiser ça. Donc voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Nicolas, super topo. Est-ce que, on va commencer déjà par dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Donc, soit vous pouvez prendre la parole ou les poser par le chat. Vas-y Tatiana, tu peux intervenir. Bonjour Nicolas, merci pour ta présentation. Déjà, c'était super intéressant. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à comparer les résultats d'un médecin nucléaire entraîné justement à faire des tomos précoces à, par exemple, les résultats de l'échographie qui est un peu le gold standard pour les tendinites ou à l'IRM ou pour la santé? Alors, on n'a pas encore fait d'analyse, donc on essaie d'aller plus faire des publications là avec Jules et avec David, mais le problème c'est que ça prend du temps et qu'en ce moment ça me manque un peu. Mais en gros, de toute façon, moi en général, le problème à Saint-Brieuc, c'est qu'on a une grosse pénurie de radiologues et donc il y a des grosses difficultés d'accès à l'écho. Mais par contre, souvent, moi, après la scintille, j'adresse à l'écho. Parce que, par exemple, il m'arrive de voir de l'inflammation sur des ligaments, sur les tendons, des choses comme ça. Et je sais que même avec le scanner, je ne vais pas pouvoir apprécier finement l'état du tendon ou du ligament, et donc s'il est partiellement rompu ou tout ça. Et donc, c'est un excellent complément. J'hésitais même à m'acheter un petit appareil d'écho pour faire moi-même l'écho directement, parce que j'ai le DU d'imagerie osso-articulaire. Bon, après, je n'ai pas fait d'écho depuis très longtemps, mais bon, ça se refait. Mais en tout cas, le truc, c'est que oui, l'écho est le gold standard pour tout ce qui est para-osseux et extra-osseux, sauf que nous, on a en plus l'information osseuse,
Donc, par rapport à l'IRM, on a l'avantage, donc par rapport à l'écho, on voit l'os. Par rapport à l'IRM, on va voir toute l'information corticale que l'IRM ne va pas avoir et on va avoir un champ de vue bien supérieur. Combien de fois on voit des IRM de l'avant-pied et c'est un problème de l'arrière-pied ou des choses comme ça. Donc, c'est un truc fondamental. Après, c'est vrai, sur le plan biblio, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, mais s'il y en a qui veulent s'y mettre aussi, hein, c'est volontiers. Mais en tout cas, souvent, ouais, moi, je complète par une écho. Ok, merci. Ouais, moi, c'était plutôt dans le sens, jusqu'à, si on devient très bon en scintillose précoce, jusqu'à quel point on peut se dire, bon, bah, on n'a vraiment rien vu en précoce. On peut, par exemple, c'est pas la peine de faire une écho ou autre chose pour les tissus mous. Eh ben là, moi, de ce que j'observe, il y a vraiment une bonne VPN. Après, dans une certaine limite de résolution, hein. Pour le pied, ça va être vraiment très bien. Pour le poignet, on va être sur des structures plus petites. Et par contre, moi, jusqu'à présent, ce que je fais, c'est que je confronte au meilleur gold standard qui est la clinique. Donc, en gros, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et qu'en fait, là, depuis 4 ans, je vois tous les patients après et je confronte vraiment ce que j'ai trouvé à mes observations. Et là-dessus, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une bonne VPN et ça va aider, notamment par exemple quand tu as ça va être une VPN qui va être différente de la VPN du temps tardif. Donc, tu ouvres ton champ de négativité. Et par exemple, ça va être utile pour des tableaux de sciatique avec IRM normal. On fait la scintille qui va être complètement normale. Et en fait, ça va permettre d'aller retenir des diagnostics de syndrome du piriforme, où tu vas vraiment avoir des conflits musculaires qui vont être à l'origine de la sciatique. Donc, ça permet vraiment d'aborder différemment l'examen. Nicolas, il y a une petite question dans le chat pour savoir s'il y avait une différence entre HMDP, MDP, DPD dans tes acquisitions. Est-ce que tu utilises toujours le même traceur ou est-ce que tu as notion que ça peut impacter? Alors, moi, de toute façon, j'utilise que de l'HMDP, donc je ne peux pas dire. Après, la logique étant que ce ne sont pas les caractéristiques biologiques qui vont nous intéresser, c'est juste la taille et la capacité à sortir des vaisseaux. Et il me semble qu'ils ont tous plus ou moins le même poids moléculaire. Donc, par contre, on va avoir une différence avec le FNA. Le FNA va avoir une distribution beaucoup plus facile, hein. C'est beaucoup plus petit une molécule de FNA qu'une molécule d'HMDP. Et donc, le FNA va avoir un transit beaucoup plus rapide dans les tissus mous. Et donc, ça va faire que pour l'instant, la TEP FNA, on va avoir une information un peu proche, mais qui est accessible que si on fait du dynamique. Et donc, mais voilà la différence. C'est vraiment une question de taille. On ne s'intéresse pas du tout. C'est vraiment que de la mécanique, hein, que de la mécanique des fluides à ce niveau-là. Donc, je veux dire, à mon avis, on peut faire une tomotissulaire articulaire avec, je sais pas, de l'octréoscan, hein. Bon, après, c'est pas les mêmes activités, mais c'est voilà, ou même du FDG, c'est encore différent, ça va vite et il y a un moins bon rapport chaîne-souris. Mais voilà, c'est vraiment, il faut qu'on le considérer comme un produit de contraste. C'est un produit de contraste radioactif. Ok. Je crois qu'il y a Vincent qui voulait poser une question également. Ouais, merci Nicolas pour ta présentation. Petite question du coup, est-ce que ça t'arrive de faire des tomos précoces et à l'information de la tomo précoce, tu te dis ça ne sert à rien de faire une tomo tardive? Oui. Donc, Non, mais bon. Tardive. Ça se cote pas, quoi. Non, honnêtement, souvent j'ai le diagnostic sur la tomo précoce, mais c'est pas mal d'avoir la tomo tardive parce que tu vas quand même avoir des images un peu plus fines
tu vois, quand tu as une composante un peu osseuse, articulaire, et puis là où ça va te servir à rien, ça va vraiment être sur le C, quand c'est vraiment extra-osseux, mais ça, tu ne peux pas vraiment le savoir. Mais en gros, c'est Jules qui a pas mal de Jules Janning qui a pas mal de dossiers comme ça, où en fait, tu vois vraiment en précoce le gros spot sur le pied, sur un tendon ou un truc comme ça, en tardif, un pied multi-arthrosique, vous savez, le pied où on est là, oh là, il y en a partout, quelle horreur, alors attends, c'est laquelle? C'est la cunéo-métatarsienne du 3e rayon, le truc. Et en fait, quand tu compares à la clinique, ce qui fait mal, c'est ce qu'il y a au précoce, et tous les foyers d'arthrose du pied, ben, on s'en fout. Donc, je peux vous garantir qu'avec la tomo précoce, je fais des comptes rendus qui sont très, très, très courts d'os et je vais à l'essentiel. Et donc, il y a quand même… Après, certains se posent la question, par contre, de rapprocher le délai de faire des acquisitions tardives plus précoces. Par exemple, à 1 heure. Vu que l'information est vraiment présente très tôt, mais ça va être un peu difficile de savoir si c'est vraiment extra-osseux, est-ce qu'il y a une composante osseuse. Vu qu'il y a cette logique-là, on peut se permettre, je pense, de faire des acquisitions plus précoces en hors onco. Une dernière petite question qui est dans le chat pour pouvoir enchaîner. Est-ce qu'il serait intéressant d'injecter en produit de contraste iodé en plus, ou est-ce que ça ferait double emploi finalement par rapport Non, c'est pas… je veux dire, on a déjà une information vasculaire avec la distribution du radiotraceur au temps précoce. Et après, honnêtement, il faut surtout se concentrer sur faire des bons scans. Ça, c'est essentiel parce qu'un scan non injecté, je peux vous garantir, on voit tout. Avec un scan non injecté, il y a des cristaux, on peut dire, avec l'expérience, avec quasiment 100% de certitude, qu'est-ce que c'est comme type de cristal? Est-ce que c'est de la goutte, du pyrophosphate, de l'hydroxyapatite? On peut voir l'état d'un ligament, l'état d'un tendon, on peut voir un épanchement synovial, sachant que, pour rappel, une bourse ou une capsule, normalement, c'est sec. Si on voit de l'épanchement dans une bourse ou une capsule, c'est pathologique. Normalement, on n'est pas censé avoir du liquide. Mais donc non, c'est retournant. Mais par contre, moi, j'invite vraiment à faire des bons scans. Donc déjà, dans des bonnes conditions de mouvement, avec des bonnes cales. Il faudrait que je prenne un code sponsor avec les cales Formed, là. Et ensuite, par exemple, demander aux manip de faire des fauves réduites. Parce qu'en fait, on va pouvoir améliorer la résolution en faisant des reconstructions plus serrées sur les articulations. Alors, je dis ça, mais moi, j'ai tendance à pas trop le faire pour gagner du temps. Mais je sais que, par exemple, Dorothée Goulon à Quimper, elle les fait systématiquement. Elle a des scanners qui sont dignes d'un scanner de radio, largement. Mais déjà, se concentrer là-dessus. Et l'information du produit de contraste, on l'a avec le temps précoce. Je crois qu'il y a Tatiana qui voulait… Oui, tout à fait. Vas-y, Tatiana. Ouais, désolée, dernière petite question. Est-ce que tu as un protocole plus long en précoce pour les mains? Parce que j'ai justement, ce samedi dernier, j'étais en remplat, j'ai fait des mains en précoce et je trouvais qu'on ne voyait vraiment pas grand-chose comparé aux pieds ou aux rachis. Les mains, on peut essayer de faire plus long, mais le problème, ça va être la résolution de la machine. Je pense que là, en fait, c'est au plus les anthèses et les articulations sont grosses, au plus c'est facile. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour la hanche, avec les anthésites trochantériennes, ça va être très facile de distinguer est-ce que c'est du petit fessier, du moyen fessier, sans problème. Les pieds, c'est aussi pas mal. Et en fait, les pieds, comme il y a de la charge, les zones en souffrance vont fixer beaucoup plus. Et les mains, en fait, les mains, de base, le rapport signature-bruit est moins bon. Après, je pense que ça peut valoir le coup d'essayer de faire des acquisitions plus longues, mais globalement, là-dessus, ce qui va aussi jouer, c'est l'installation, être sûr de ne pas avoir de mouvement. Et puis, ça vaudra vraiment le coup d'essayer avec des Veritons et des Starguide à ce niveau-là. Et donc, tu le fais pour tous les patients non onco? Toutes les pathologies douloureuses Oui. Je réfléchis. Moi, je le fais systématiquement couplé au scan pour les mains et les pieds et aussi pour les épaules parce que c'est très dur de recaler des épaules. Et en fait, on peut avoir des fois des bursites sous-acromiales
qui peuvent être confondus avec de l'arthrose acromioclaviculaire. Ça va vraiment changer le diagnostic. Hein. Et après, je fais sans le scan. Je fusionne avec le scan tardif sur le rachis, le bassin, les genoux. Je fais quasiment jamais de coude parce que je trouve que c'est nul. Et c'est trop dur à installer correctement le patient. Et sinon, ouais, des acquisitions dynamiques ou 2D, je crois que je fais quasiment plus jamais, hein, honnêtement. Sauf, allez, la polyalgie bidon qui est passée à travers, qui n'a pas été transformée en TEP FDG. Ouais, un petit balayage corps entier malhonnête, mais non, sinon. Mais après, dans ces cas-là, maintenant, les polyalgies, ce que je fais, c'est que je vois le patient avant pour voir s'il n'y a quand même pas un contexte clinique. Là, l'autre jour, j'avais un patient qui avait une belle synovite métacarpophalangienne. Et en fait, c'était de la goutte. Et donc, ouais, j'essaye vraiment de focaliser sur la zone qui fait le plus mal, parce que c'est vrai que le balayage, honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Ok, ben merci beaucoup, Nicolas. C'était super. Mais de rien. Ça donne envie d'en faire plus. De toute façon, je suppose que tu seras disponible et qu'on te reverra sur des congrès ou sur des formations, et que si des gens veulent te contacter pour des infos, ils peuvent le faire en dehors de ce topo sur Saint-Brieuc. Ah oui, bien sûr. Et puis sur le groupe Boss là sur Facebook, j'ai pas mis de cackling depuis longtemps parce que depuis septembre là, que j'ai pris la chefferie de Paul, j'ai 0 temps. Mais par contre, j'ai mis les topos de l'ESMID de l'année dernière, donc il y a environ 4 heures de cours qui sont sur YouTube, gratos. Bon, c'est en anglais avec un accent épouvantable, mais c'est déjà mieux que rien. Parfait. Puis le topo d'aujourd'hui, comme d'hab, sera également sur disponible. On va enchaîner avec la deuxième présentation du docteur Fleury, toujours sur la scintigraphie osseuse, plutôt cette fois sur l'oncologie et sur l'évaluation oncologique en scintigraphie, et donc les critères d'interprétation. C'est bon pour toi, Vincent? Tu me dis si c'est bon, tu vois mon écran? Ouais, je vois ton écran. Ok. Donc là, ça va être retour à quelque chose de beaucoup plus basique, hein, par rapport au topo qui a été fait par Nicolas. C'est plus sur la scintigraphie tardive classique, quoi. Et donc, c'était l'évaluation oncologique en scintigraphie osseuse, et c'est surtout à propos du cancer de la prostate, hein, puisque dans les autres cancers, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les suivre en scintigraphie osseuse. Et pour ceux qui sont suivis, notamment les cancers du sein en scintigraphie osseuse, vaut mieux les basculer en TEP FDG. Ça marche quand même beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'est d'essayer de répondre à la question de l'efficacité ou non du traitement. Et pour ça, l'idéal dans les évaluations oncologiques, c'est d'avoir des critères standardisés. Donc, on connaît les critères morphologiques, hein, notamment le RECIST et le Chesson pour les tumeurs solides et hématologiques. Après, il y a eu des critères qui ont été complémentaires, puisque sur certains types de traitements, ça répondait différemment. Donc, c'est notamment les critères Choi, RECIST modifié. Après, IRECIST avec l'immunothérapie. Et puis, les critères fonctionnels un peu plus tard avec PERSIST, DOVIL, HyperSIST. Ce qu'il y a, c'est que ça ne permet pas de répondre à l'atteinte osseuse de certains cancers, comme le cancer de la prostate. Et donc, du coup, pour l'évaluation du carcinome prostatique, il y a un groupe de travail qui est le PCWG, Prostate Cancer Working Group, qui a publié des premières recommandations. Alors, c'est plutôt sur les essais cliniques de façon générale. Les premières recommandations datent un petit peu, c'était 99. Donc, c'est d'essayer de savoir comment on va suivre ces patients qui sont atteints de cancer de prostate métastatique. Donc, sur la première version, c'était surtout sur la réponse biochimique, mais il y a un petit paragraphe sur la scintigraphie osseuse. Et donc, la progression est mal définie. On suppose que quand il y a un nouveau foyer, ça peut être suspect de progression. Ce qu'il nous dit, c'est surtout qu'il faut faire attention en cas de modification d'intensité et de taille des foyers hyperfixants, et que, bien sûr, sur la première évaluation scintigraphique, il faut se méfier de l'effet flair. On a une deuxième version qui a été publiée en 2008, donc là, on a un peu avancé dans la prise en charge du cancer de la prostate.
On a notamment les bénéfices du docétaxel qui commencent à être connus. Et la caractérisation de la progression osseuse est beaucoup mieux définie que sur la première version. On parle de progression lorsque l'on a 2 nouvelles lésions qui sont apparues sur l'examen pré-thérapeutique et qui sont confirmées par une nouvelle scintigraphie à 6 semaines, en se méfiant de la première évaluation après l'initiation du traitement, puisque on va rechercher deux nouvelles lésions supplémentaires sur le contrôle à 6 semaines. Donc, c'est la règle du 2+2 sur les premières évaluations. Et à cette époque-là, en 2008, l'aspect CT s'est pas trop développé encore sur les caméras hybrides, je pense. Et donc, du coup, dès qu'on a des fixations qui sont douteuses, essayer de confronter avec un scanner ou une IRM. Et on a la dernière version qui a été publiée en 2015. Donc, c'est il y a une dizaine d'années, mais depuis une dizaine d'années, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur le contrôle de la maladie prostatique en scintigraphie osseuse. Et dans ces dernières recommandations, il y a eu des petites modifications, notamment sur les fréquences et les critères d'évaluation de la scintigraphie. Donc, notamment, ce qui est important, donc toujours, c'est de faire une évaluation initiale. Donc, j'ai appelé le B0T0, où c'est le baseline pré-thérapeutique, qui permet d'évaluer le volume tumoral. Donc, pour ça aussi, on peut s'aider de logiciels. Il y a notamment le BSI, qui est un logiciel de quantification sur les imageries planaires. Ça nous permet de définir si le patient a des métastases osseuses ou non, le nombre de métastases, à savoir s'il est polymétastatique ou peu métastatique osseuse, et enfin la localisation des métastases osseuses. Et après, on fait une première évaluation qui va être assez précoce, puisque c'est des 8 à 9 semaines après l'introduction du traitement. Et ça va être notre nouvel examen de référence. Donc, je l'ai appelé B0T1. En fait, c'est notre baseline post-thérapeutique. Et c'est celui-là qui va nous servir de référence pour le reste du suivi. Et donc, après, les évaluations sont assez régulières, puisque c'est toutes les 8 à 9 semaines, alors que dans la version précédente, du PCWG, c'était toutes les 12 semaines qu'il fallait faire ces évaluations. Et une fois qu'on est passé à 2 ans de suivi, on peut encore espacer plus les évaluations en passant toutes les 12 semaines, avec bien sûr quelques variantes, notamment pour les patients qui n'ont pas qui ont un carcinome prostatique qui n'est pas métastatique osseux. On va avoir tendance à espacer un peu plus les scintigraphies osseuses, ou chez les patients qui sont long répondeurs. Et enfin, bien sûr, si on a des symptômes ou des mouvements du PSA, on peut être amené à renouveler cet examen plus rapidement. Et donc, les critères de la progression radiologique en scintigraphie osseuse sont un peu mieux définis. Donc, soit on a une évaluation précoce, donc la première évaluation après le changement de traitement. On met en évidence plus de 2 lésions, on contrôle par une scintigraphie à 6 semaines. Et si on a à nouveau, si ces lésions qui étaient sur l'examen précédent sont confirmées sur l'examen et qu'on a en plus des nouvelles lésions, au moins 2, on parle de progression. Donc, si on a au moins 2+2 lésions par rapport à l'examen initial. Et par contre, après 12 semaines de traitement, c'est d'avoir 2 lésions de plus que sur l'examen B0T1, donc c'est-à-dire le premier examen après l'introduction du traitement, et qui doivent être confirmées par une nouvelle scintigraphie à 6 semaines. Qui permet de distinguer l'effet flair, puisque l'effet flair, vous savez ce que c'est la mise en évidence de lésions occultes qui sont liées à la réponse ostéoblastique du traitement systémique, donc qui va se traduire donc, par la visualisation de nouvelles lésions ou la meilleure visualisation des lésions qui étaient précédemment décrites. Et en général, c'est dans les 12 semaines que ça survient. Et donc, c'est important de contrôler à 6 semaines pour ne pas rendre un diagnostic de progression alors que le traitement est encore efficace et que le patient peut bénéficier de la poursuite de ce traitement. Et donc, l'évaluation TEP était déjà évoquée dans ce document de 2015, mais il n'y a pas de critères standardisés, notamment pour la colline, le FNA ou le PSMA. À ce jour, il y a quelques études sur soit des patients qui ont eu une chimiothérapie avec le docétaxel ou après les hormonothérapies de nouvelle génération, voire après un traitement par radium, mais il n'y a pas vraiment de critères, c'est pas vraiment validé comme des biomarqueurs de la réponse du traitement.
Et surtout, c'est souvent des études sur des petits effectifs. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment validé. Donc, si on prend quelques scénarios d'évaluation en scintigraphie osseuse pour le cancer de la prostate, l'évaluation classique, donc on fait une première évaluation juste après le changement du traitement, à 8 semaines. On voit l'apparition de 2 nouvelles lésions. Ces 2 nouvelles lésions sont confirmées à 16 semaines et on a 2 nouvelles lésions supplémentaires. Et donc, on est dans la règle du 2+2 par rapport à l'examen initial pré-thérapeutique. Et donc, on parle de progression osseuse. Un autre exemple assez simple où sur l'évaluation après 8 semaines, on n'a pas de nouvelles lésions. On a 2 nouvelles lésions à 16 semaines qui sont confirmées à 24 semaines. Donc, on a bien 2 nouvelles lésions par rapport à l'examen de 8 semaines, le B0T1. Et donc, on a bien une progression osseuse. Un autre exemple avec 2 nouvelles lésions à 8 semaines qui sont confirmées à 16 semaines, mais il n'y a pas de lésions supplémentaires. Pareil, à 24 semaines, on a toujours les 2 lésions qui ont été retrouvées à 8 semaines, mais on n'a pas de lésions supplémentaires. Et donc, du coup, on n'a pas les critères de la progression radiologique selon le PCWG. Enfin, un quatrième exemple où à 8 semaines, il n'y a pas de nouvelles lésions. À 16 semaines, on met en évidence 2 nouvelles lésions. Ces 2 nouvelles lésions sont confirmées à 4 semaines plus tard, mais on n'est pas dans le délai des 6 semaines. Donc, du coup, il faut le réévaluer plus tardivement, ce patient. Ce patient a été réévalué quand il est réévalué à 8 semaines, on constate qu'on n'a qu'une seule lésion qui est apparue par rapport à l'examen B0T1. Et donc, on n'a là aussi pas les critères de la progression osseuse. Et enfin, 2 derniers scénarios où là, c'est un patient qui est contrôlé à 8 semaines, on voit l'apparition d'une lésion. À 16 semaines, la lésion qui était apparue à 8 semaines est toujours là et on a une nouvelle lésion. Donc, on a bien une nouvelle lésion par rapport au B0T1. Donc, on n'a pas les critères encore de la progression. À 24 semaines, la lésion qui était apparue à 8 semaines a disparu. La lésion qui est apparue à 6 semaines, à 16 semaines est toujours là et on a une nouvelle lésion. Donc, on a bien 2 nouvelles lésions par rapport au B0T1 qui doivent être confirmées par une nouvelle scintigraphie à 6 semaines. Donc là, c'était le cas. Et donc, ça confirme la progression à la semaine 24. Un dernier, donc pareil, à 8 semaines, on a 2 nouvelles lésions. À 16 semaines, on a une des 2 lésions qui a disparu. Donc, par rapport au B0T1, on n'a pas de lésion supplémentaire. À 24 semaines, on a une 3e lésion qui est apparue. Donc, par rapport au B0T1, on a une nouvelle lésion. Et à 36 semaines, on a encore une nouvelle lésion. Donc, on a bien 2 lésions par rapport au B0T1 qui doit être confirmée encore à plus de 6 semaines. Donc, c'est le cas chez lui. Et là, on peut parler de progression à la semaine 36. Donc, si je prends l'exemple que j'ai retrouvé dans la publication, là, c'est un patient sur son évaluation initiale. Donc, on retrouve une atteinte métastatique. Sur la première évaluation, on retrouve l'apparition de nouvelles lésions. Ces lésions sont confirmées à 17 semaines, mais on n'a pas de lésions supplémentaires, donc on ne peut pas parler de progression. On va le réévaluer plus tard. À 37 semaines, on a à nouveau des nouvelles lésions qui apparaissent. Elles sont confirmées à la semaine 49, et donc on peut bien parler de progression à partir de la semaine 37. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas rendre de façon trop précoce un diagnostic de progression sur l'atteinte osseuse. Et il y a même, ils ont introduit un nouveau critère qui est l'arrêt du traitement lorsque l'on n'a plus de bénéfices cliniques, où on peut voir tout un tas de schémas différents, où les patients, ils ont une progression radiologique, donc c'est les ronds bleus, donc on peut notamment prendre le patient 11 ou le patient 14, mais le patient a un bénéfice clinique pour le traitement, et donc du coup, on peut continuer le traitement malgré le fait que l'imagerie ait trouvé une progression radiologique. Et donc, s'il faut retenir quelque chose de la scintigraphie osseuse dans l'évaluation du cancer de la prostate, c'est que l'examen initial, il sert surtout à définir quel est le volume tumoral, que l'évaluation précoce à 8 à 9 semaines va nous servir d'examen de référence pour le reste du suivi. Et que
les évaluations suivantes seront à confronter à cet examen B0T1. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'afficher les 3 examens. Quand c'est le cas, vous affichez le B0T1, l'examen précédent et l'examen du jour pour signer le diagnostic de la progression. Il faut faire attention sur les modifications de taille et d'intensité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai vu passer une question de Nicolas sur la discordance entre PSA et scintigraphie osseuse. Ça dépend franchement du stade de la maladie. Hein. Souvent, quand les patients… Alors, de toute façon, l'effet flair, on le retrouve assez fréquemment sur les patients quand ils sont en stade hormonosensible, avec l'apparition de premières lésions avec une chute du PSA et l'apparition de lésions osseuses. Donc, c'est là où il faut faire attention à ne pas rendre un diagnostic de progression. Et après, c'est plutôt dans les stades avancés de la maladie où les patients vont devenir hormonorésistants. Ils ont été multitraités et souvent, le PSA n'est plus un très bon reflet. Le PSA peut ne pas être un bon reflet de la maladie. Et là, en général, l'imagerie est meilleur pour faire le suivi, bien que l'état clinique nous aide beaucoup. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore cette soirée sur la scintigraphie osseuse. J'ai l'impression qu'on a perdu Jean-Baptiste. Bah ouais, je me disais bien qu'on l'entendait plus. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Bah non. Bah, dans ce cas, on va clore nous-mêmes, peut-être, effectivement. Et de toute façon, je crois qu'ils vont tout mettre en ligne pour la suite. Et puis, s'il y en a qui ont des questions pour toi ou pour moi, ils peuvent les faire après sur le groupe Facebook. Hein. Ça marche bien pour ça. Ouais. Alors là, je vois passer une question. L'effet flair, hormonaux, chimio, c'est pour les traitements systémiques. Hein, donc, à la fois chimio, hormonaux, c'est le fait qu'on ait une réponse ostéoblastique à la maladie tumorale. Donc, on l'observe avec les 2 types de traitements. Et bien, bonne soirée à tous, hein, du coup, et puis à la prochaine soirée à Thémen. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.